Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission comme toujours, vous le savez, c'est une émission consacrée au patrimoine vivant, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons nous intéresser à un métier ancien, précieux, celui de facteur accordeur de piano. Mesdames et messieurs, voici le portrait vrai de vrai, à peine inventé de notre invité, Joseph Penaud. Il a été condamné à la corde musicale dès son plus jeune âge. D'ailleurs, dès le biberon, il croule sous les bonnes notes. Les papas-mamans au son du tambour de Joseph Senior, pilier de la clique Sainte-Cécile de l'Aiguillon, et les bonnes notes de sa mère beaucoup plus légères. Du haut de gamme, il a avalé toutes les notes, sniffé de la blanche, gobé de la ronde, bref, tout ce qui se passait à sa portée. La musique au cœur, les pouls qui suit la pulsation, le sang qui coule dans sa veine musicale, aucun doute, sa vie est reggae comme du papier à musique. Mais après un petit tour dans l'atelier du musicien où il apprend le bois, il fait sonner sa scie musicale, creuse l'âme du bois, va y chercher la veine musicale et rabote sa pièce de vie. C'est donc tout naturellement qu'il prend le chemin du conservatoire. Il suit les cours à l'école des Mozart le jour et la nuit. Eh bien, il part en balade avec Chopin, du côté des Sables d'Olonne, à La Roche-sur-Yon, puis à Rennes. Le bac, mention Jean-Sébastien en poche, il signe avec Louis Sinigaglia une carrière de facteur seigneur des pianos. Car Joseph a de la suite pour piano dans les idées. Et très vite, le piano lui fait de l'œil. Il faut dire qu'il a la touche avec lui. 90 touches même. Tous deux se racontent des fa dièse à n'en plus finir. C'est son alter ego, son ami piano. Il en est complètement marteau à en perdre les pédales. Oui, c'est facile. Il fait corps avec lui, il le connaît par cœur. Un sourire d'ivoire, des jambes carrées. Ce compagnon de route ne passe pas inaperçu. Il ne le quitte jamais. Et mesdames et messieurs, pour les grands soirs, ils se font beaux. Il lui enfile une queue de pie en bois d'érable et laisse traîner ses notes à portée de main. Les règles rubis sur l'ongle. Et les soirs de concert, il n'hésite pas à lui ouvrir sa grande gueule pour qu'on l'entende de loin. Tendu comme une arbalète, sous son air lissé et tiré à cordes, sous son vernis plaqué, Joseph sait qu'à la moindre caresse, le mastodonte répond aux doigts et aux pieds. Une bête à musique avec 8 gammes dans le sang. Tous les deux s'accordent à merveille, assis l'un face à l'autre, fort en tempo, en battement, tous deux mènent une vie piano de pianissimo à forte pour le plus grand plaisir des amoureux de la musique qui ont la musique au cœur et de la suite de piano dans les idées. Ouf, on y est arrivé avec ce texte. Qu'est-ce qu'un facteur accordeur de piano ? En quoi consiste l'activité ? Comment on accorde et comment on devient facteur ? Quelles sont les différences ? Comment on entretient un piano ? Voilà, quelles sont les qualités qu'il faut pour exercer ce métier ? Toutes ces questions, on va les poser à notre invité, Joseph Penaud. Bonjour. Bonjour. Bon, j'ai fait un petit concerto de mots pour vous présenter. Oui, pas mal, très beaucoup bien. De fantaisie, donc vous rectifierez le tir. Alors, permettez-moi, avant qu'on commence notre entretien, de vous présenter. Alors, à défaut d'enfiler la queue de pie comme le piano, il a le nœud qui papillonne devant son piano de cuisson. Et c'est Jean-Pierre Pouvreau. Merci Jean-Pierre d'être là. Qui va piano, va piano. Ah. Philosophe. Et Jean-Pierre Pouvreau, donc vous nous préparez quel... c'est toujours le printemps, c'est que des produits saisonniers. Alors là, la base des caillebottes, c'est l'occasion d'en parler. Et il y a des pousses de laurier qui sont intéressantes à travailler à l'heure actuelle parce qu'elles n'ont pas un goût fort. Et donc, on a fait un breuvage qui s'appelle la laurier naille, qui est basique, qui est simple comme bonjour et qui est très saine pour la santé en quantité. Bien sûr. Avec modération, votre ami modération. Avec notre ami modération. Ça va sans dire. Voilà. Et j'en ai profité pour faire de l'huile de laurier qui parfume les salades de façon différente. Voilà, je t'expliquerai un petit peu. Très bien, on verra ça dans un instant. Voilà, c'est basique. Hein. Très bien. Mais ce qui est basique est bon. Voilà, ça peut servir à plein de choses. Très bien. Et puis, autre chroniqueur, acolyte, Jean-Pierre Bertrand, bonjour. Bonjour, cher ami. C'était l'occasion de remémorer quelques souvenirs et puis, j'allais dire, moi, quelque part, rendre un hommage à quelqu'un qui nous a très sensibilisés, entre autres grands musiciens, Joseph Renaud.
Joseph Renaud. On a fait en gros près de 20 ans de radio ensemble. D'accord. Et on présentait l'émission. Et un jour, on a eu ce monsieur. En invité ? Oui, en invité. Et puis, si on lui coupe pas le micro, il est... Alors, je ne sais même pas combien de temps ça durerait, sur la différence entre un piano forte et un piano à lame. Alors là, c'est un mystère. je me suis dit, tiens, ça va remémorer quelques petits souvenirs. On va prendre 2 extraits de l'émission qu'on avait fait ensemble. Ah, super. Monsieur Penaud. Oui. Donc on écoutera. On avait Chugzanaï en moine. Ah oui. Très bien, monsieur Jean-Pierre. Très bien. Hier encore. En tout cas, merci beaucoup, Joseph Penaud. Oui. Alors, c'est quoi un facteur accordeur de piano ? D'ailleurs, facteur, accordeur, c'est 2 métiers différents ? Ça vient tout simplement de faire, comme un facteur d'orgue, etc. Ouais. Donc, un piano, on ne le fait pas entièrement parce qu'économiquement, c'est pas possible. On ne peut pas. Par contre, on refait les pièces qui sont défectueuses, on les adapte, on les corrige et on les remet à fonctionner dans le piano. Donc ça, c'est la facture. Oui. Ensuite, il y a tout le réglage du mécanisme. Le mécanisme c'est ce que vous avez apporté. Voilà, avec 17. Ça, c'est le mécanisme individuel d'une touche de piano à queue et un mécanisme individuel de touche du piano droit. Donc tout ça, il faut multiplier ça par 88 ou 91. Ah, donc je me suis trompé. Mais c'est pas grave. Ah, non, mais c'était pas loin. C'est une façon élégante de dire qu'en fait ce que je raconte, c'est c'était pas loin. Donc tout ça parce que il y a des notes qui servent beaucoup et comme vous voyez, on peut faire beaucoup de comparaisons avec la voiture. L'accord étant la vidange de la voiture. Voilà. Donc ça c'est de l'entretien courant, mais ça ne fait pas les réparations. D'où à l'usure, parce que le fonctionnement, un piano qui fonctionne 10 heures par jour dans les conservatoires, forcément il y a de l'usure parce qu'il y a des frottements. Ouais. Il y a des frottements énormes. Donc on a tous les réglages pour corriger l'usure, mais à un moment donné, il faut changer les pièces parce que le feutre sont abîmés, tout ça. Donc tout ça, c'est très très long. Et puis il y a des notes qui servent plus que d'autres. Aussi, oui. Le Do sert 20 ou 30 fois plus que le Do dièse, donc il va être 20 ou 30 fois plus usé que le Do dièse. Donc à un moment donné, il faut mettre le nez dedans, l'accord ne suffit pas, il faut faire le réglage, et si un accordeur compétent passe tous les ans, il doit corriger tous les petits défauts à ce moment-là. Donc la facture, ça englobe tout ça, la réparation du piano, le réglage et la réparation de la mécanique, et l'accord ensuite, qui est la finalité de tout le travail fait en amont. Voilà. Vous parliez des pianos de conservatoire, j'imagine qu'ils peut-être ils sont plus sollicités aussi avec des touchés différents, peut-être on est dans l'apprentissage. Les touchés ne sont pas différents, mais ils sont très sollicités. Oui, c'est des pianos qui travaillent entre 10 et 14 heures par jour. Donc forcément, ces pianos-là, au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, D'accord. Donc un débutant n'use pas forcément plus un piano qu'un... c'est pas sur le toucher que ça se joue. Non, un débutant, ça n'use pas le piano. Ou alors ça l'use, mais qu'au milieu. C'est très restreint. Oui. Tout à l'heure, je disais un portrait vrai de vrai beaucoup inventé, très fantaisiste, mais est-ce qu'il y a du vrai ? Comment vous êtes venu à ce métier-là ? Moi, c'est le hasard complet, puisque je voulais être musicien professionnel, et mon papa, qui était artisan menuisier, m'a dit c'est un métier de bohémien, donc tu vas apprendre un métier sérieux, et après tu te débrouilleras. Ouais. C'est pas vraiment ce qu'il m'a dit, mais ça revenait à ça. Quoi. Et donc, la réunion des deux a fait que j'avais tout ce qu'il fallait pour faire ce métier-là. Ouais. La passion pour la musique et puis le travail du bois que je déteste pas du tout, bien au contraire. Et la réunion des deux a fait que j'ai pu rentrer aux établissements Senigaglia. Oui. Non, ça je ne l'ai pas bien dit, je m'en excuse. Et là, toutes les portes se sont ouvertes puisqu'il était en contact avec tous les facteurs de piano de France et d'étrangers. Donc j'ai pu faire la connaissance avec les maîtres facteurs de chez Pleyel, de chez Gaveau, de chez Erard. Donc une formation du coup, accélérée, inespérée. Voilà. Ouais. Tout simplement. Et on retrouve beaucoup de facteurs accordeurs de piano. Alors par exemple sur le département, est-ce que... Alors sur le département, je ne saurais pas trop dire, mais bon, il peut y en avoir 5 ou 6 quoi. D'accord. Sachant que pour gagner sa vie, il faut qu'un accordeur de piano ait un potentiel de 1000 clients quoi. En gros. Donc ça veut dire aussi circuler un peu sur tout. Oui, il faut circuler beaucoup. Il faut y aller, il faut être sur la route. Quoi, Parce que vous, votre périmètre, c'était quoi ? Nous, c'est la Vendée. Oui, un petit peu en dehors, mais pas beaucoup. C'est largement ce qu'il fallait, puisqu'on a les conservatoires et les écoles de musique de Vendée, mais nous, c'est un métier d'artisan. J'y tiens, parce que vendre un piano, c'est facile, tout le monde peut le faire, mais y mettre le nez dedans, le mettre au point pour les concertistes et tout ça, c'est un autre métier, c'est autre chose. Donc nous, c'est... Parce que je suis en retraite, ça on a oublié de le dire, mais je suis en retraite. Je ne suis pas en retrait. Oui, on est bien. On mettra le... Voilà, donc...
on s'occupe des conservatoires, donc des écoles de musique, donc ça nous permet de faire toutes les réparations, tous les réglages avant de faire l'accord, parce que l'accord étant la finalité. Donc voilà, on n'est pas, donc je suis désolé, mais c'est pas péjoratif, mais on n'est pas magasin. Oui, vous n'êtes pas. Voilà. Par contre, en revanche, il faut l'oreille musicale, parce que accorder et puis. Il faut la former cette oreille-là, parce que l'oreille, c'est pas une oreille exceptionnelle. Hein. C'est vrai. Oui, c'est vrai. On dit toujours l'oreille absolue. Oui. Nous, non, on n'a pas l'oreille absolue. L'oreille absolue étant la mémoire des hauteurs de son, ou se souvient de la hauteur du son. Ouais. Nous, c'est l'oreille analytique, par rapport à une fréquence donnée, par rapport à le diapason. Vous avez le diapason, ouais. Voilà. Je sais pas si on l'entend bien. Pas bien. Voilà. Ah oui. Là, on l'entend. Par rapport à cette fréquence-là qui nous donne 440 Hz secondes, donc 880 vibrations, nous, on part sur cette note-là pour accorder les 220 cordes du piano qui restent. Donc, il n'y en a plus beaucoup. Ça nous donne une note. Il n'y en a plus que 219 à faire. Donc, ce qui s'appelle la gamme tempérée, c'est qu'on part de cette fréquence-là, on fait le mi, ensuite on fait le mi 6, ça s'appelle la partition. Ça veut dire qu'on met nos 12 demi-tons de la gamme dans l'octave. Il faut que les 12 demi-tons tiennent. Donc à nous donc pour vous donner une idée, c'est pas pour en jeter un peu, mais pour vous donner une idée, on accorde au cent près. Le cent, c'est la centième division d'un demi-ton. Ah oui, donc c'est hyper précis. Voilà. On dit toujours un comma. Pour nous, un comma, c'est un gouffre. Je veux dire, un comma, on accorde au 25e de comma, nous, donc c'est un gouffre. Mais par rapport à une fréquence donnée, il est facile d'analyser, de compter, parce que c'est mathématique en fait. Donc il faut former cette oreille-là pour entendre ça. C'est tout. C'est pas une oreille exceptionnelle, c'est une oreille qu'il faut former pour qu'elle puisse analyser tout ça et corriger en fonction de ce qu'on entend. Il faut aussi tenir compte de la volumétrie, à savoir le volume de la pièce, les répercussions, les retours de son. On n'a pas la même chose dans une église que dans une salle de concert, etc. Donc ça, c'est l'oreille de l'accordeur qui décide. Le pianiste faisant confiance à l'accordeur, parce que tout repose en fait dans un concert, il faut imaginer comme une course de voiture. Formule 1, il y a la qualité de la voiture, la qualité du piano, la qualité du pilote, la qualité du pianiste et la qualité du météo-point mécanicien, notre boulot à nous. Si les trois sommets du triangle se réunissent, tout va bien. S'il y en a un qui ne va pas, ça ne va plus. Donc le pianiste nous fait confiance, nous on est incapable de faire son boulot, mais lui ne peut surtout pas faire le nôtre non plus. Donc on est très, comment vous dire, on est très, ah oui, on travaille ensemble. Et pour poursuivre la métaphore sur la course automobile, est-ce que c'est aussi une course contre la montre? Est-ce qu'on est minuté? Combien de temps il faut pour accorder Alors pour accorder un piano, il faut entre 1 heure et 1 heure et demie. Un piano de concert, il faut 1 heure et demie. Et notre gros problème, c'est qu'on n'intervient pas toujours dans de bonnes conditions, parce que c'est un métier de l'ombre. Hein. Nous, on travaille dans les coulisses et on est un petit peu mis à l'écart quand les artistes sont en retard, quand le son est en retard. Donc on est en train de régler les projecteurs, ça part faire dans du tous les bruit. sens. On n'a pas le temps, donc lui après l'auditeur qui vient écouter le concert, lui dans son fauteuil, il se rend pas compte de la difficulté qu'on a eue avant. Donc si le piano est de qualité, si on a le temps de faire le travail, tout va bien. Mais il nous faut un bon piano et du temps. Voilà. Et vous restez en salle après, parce que est-ce qu'il peut y avoir intervention pendant Oui, on reste en salle souvent. Oui, on reste en salle souvent. Pendant le concert, on peut voir que ça arrive très rarement. Le piano ne bouge pas trop. Mais c'est arrivé, oui, mais c'est très rare ça. Non, le piano, ça tient. Très bien. Voilà. Très bien. On va marquer une pause. On va s'intéresser au piano de cuisson et de cuisine de Jean-Pierre Pouvreau. Allez, grand musicien. Joseph mériterait une couronne de laurier. Qui était la couronne des empereurs romains, César. Les grands. Non, mais le laurier n'a pas d'épines. Ah bon? Ah non, il n'y a pas d'épines. Bah, tu vois, c'est bien. Et alors, bon, tout ça pour parler entre autres de laurier. Il y a des jeunes pousses de laurier à l'heure actuelle qui poussent sur les lauriers, on est toujours dans le printemps, et qui méritent d'être travaillés. Et donc là, j'en ai profité pour faire un breuvage que j'ai appelé la laurier naïf. C'est une vieille recette transmise de génération en génération. 1 litre de vin rouge, 30 centilitres d'eau de vie, 35 à 40 feuilles de laurier, 150 grammes de sucre, un bâton de cannelle. Bon, c'est simple et basique. On l'oublie pendant 3 mois. Et 3 mois après, si on a des problèmes de santé, on en boit à dose homéopathique, n'oublions pas, avec parcimonie. On boit de la laurier naïf et c'est exceptionnel. Non mais... plus c'est simple, meilleur c'est. Et voilà une recette de base qui est enfantine, des feuilles de laurier, de l'eau de vie, du sucre. Mais vous verriez comment c'est bon. Mais bon, on va pas en boire. Vous nous présenterez parcimonie? Oui, je vous présenterai parcimonie. Et alors autrement, voilà de l'huile de laurier.
Ça, c'est très bien pour parfumer une salade avec un ramage différent. J'ai mis ces feuilles de laurier à mariner dans de l'eau de vie, voilà, pendant 15 jours. Une fois qu'elles ont mariné pendant 15 jours dans les feuilles dans l'eau de vie, on les égoutte, on les sèche et on les met dans l'huile d'olive. Et il faut attendre 2 ou 3 mois. Et l'huile a un parfum de laurier exceptionnel. Voilà, ça devient un condensé de feuilles de laurier. Et alors à tester dans la cuisine, dans vos salades, à tester. Après ça, c'est une recette de base pour accompagner les bonnes cuisinières et ceux qui veulent se lancer un petit peu dans une aventure culinaire différente. Et comme c'est le printemps, je ne pouvais pas passer le printemps sans parler de caillebotte. Ah oui, la caillebotte. Bon, les caillebottes, bon, ça. quand même. Le lait au printemps, les vaches sortent dans les prés, elles bouffent les nouvelles herbes. Le lait n'a jamais été aussi bon qu'au printemps. Le lait, il est parfumé. Et alors, autrefois, dans le temps, Jean-Pierre, tu vas pas me contredire, tout le monde faisait... Il n'y a pas intérêt. D'ailleurs, jamais. Tout le monde faisait... Ah, ouais, non, je ne dis rien dire. Et alors, Il est donc, taquin. dans toutes les maisons qui se respectaient, ils faisaient des caillebottes. Alors, il y avait la chardonnette, évidemment, qui passait naturellement, sauf que maintenant, la chardonnette, c'est très dur à trouver. On va acheter de la présure des Charentes. Et alors, voilà. Alors, ça, c'est un exemple de présure des Charentes. Pour moi, un conseil. Vous allez voir votre pharmacien. Vous demandez 50 centilitres de présure des Charentes, vous en avez pour 3 €. Ah oui. Moi, je l'ai pris à la pharmacie des Ormeaux à Chaland. 3 €, je pouvais en avoir un litre si je voulais. Par contre, il faut le mettre au frais. Ah oui, d'accord, ça Voilà. se conserve au frais. Voilà, ça c'est un conditionnement industriel qu'on trouve partout, mais bon, je vous donne ceux qui veulent faire beaucoup de caillebottes, allez en pharmacie. Les bonnes pharmacies, on a pression de Charente. D'accord. La technique de la caillebotte, c'est simple. On fait tiédir 1 litre de lait, on met 2 cuillerées à soupe, vous suivez la posologie qui est marquée, de brisure, quand le lait est tiède. Et pour que le lait soit à température, moi je mettais mon doigt dedans, il ne faut plus qu'on sente la température du lait. Voilà, le lait doit être à 37, 38. Voilà. Quand on ne sent plus rien, on met la pressure. On laisse refroidir et au bout de quelques heures, c'est caillé. À ce moment-là, on le met au frigo, on attend le lendemain. Le lendemain, nous, on faisait des beaux carrés comme ça, en travers, et on coupait, et on les faisait cuire au four à 60 degrés pendant 1 heure pour rendre l'eau. Et à ce moment-là, il ne faut pas que ça boue. On peut le mettre au bain-marie pour pas qu'il y ait de risque. Hein. Et alors là, l'eau sort du lait. Ça se sépare. Et la caillebotte est beaucoup plus ferme. Et après, on déguste ça avec ou un lait. Moi, je mettais moitié lait, moitié crème. Et puis après, on pouvait rajouter un petit peu de miel dedans. C'est de sucre, non, le miel pas de fait sucre. office de sucre. D'accord, Le miel fait- on peut le faire avec du sucre ok. également, pareil. Ah, hein. Et on peut le faire également avec du café sucré. Mm. Voilà, il y a plein de recettes. Après, suivant vos goûts, hein, ou un café sucré, ou une crème sucrée, ou du lait sucré. Moi, je mettais lait, crème, café et sucre. D'accord. Mais quand vous dites on le sort du four, mais ça se déguste froid ou Voilà, chaud? alors une fois sorti du four, c'est pour la cuisson. On le remet au frais. Ah, d'accord. Ouais, parce que c'est froid, hein, c'est ça, meilleur c'est- à déguster froid. d'accord. Mais c'est un dessert qui est exceptionnel. Ouais, c'est super bon. C'est super bon. exceptionnel. Alors, bien sûr, il faut du lait entier. Ouais. Bien sûr, il faut aller à la ferme ou prendre du lait entier, de préférence, et vous allez vous régaler. Bien. Ouais, ma petite caillebotte, merci Ouais, bien. puis à tester selon les goûts de chacun. Le sucre, voilà, après vous testez plus ou moins de sucre. Si vous n'aimez pas sucré, bon, voilà. Et tout à l'heure, il y a un truc que tu m'as dit qui m'a surpris. Tu m'as dit que tu étais en retraite, mais tu étais en retrait. Mais tu n'étais pas en retraite, quoi. Parce que mon grand-père racontait une histoire. Mon grand-père disait, la retraite, c'est comme l'amour. Le meilleur moment, c'est pas quand tu te retires. Je vois de qui vous tenez. Petit philosophe. Devons-nous commenter? Non. Ce que je voulais proposer, c'est que la prochaine fois, en restant sur les caillebottes, Oui. tu nous fasses du ribotti. Ah, mais il est franc. Parce que c'est le ribotti, c'est C'est autre chose. C'est autre chose, ouais. Ah d'accord. Je connais pas. Mais c'est le même. Même principe. Oui, il y a plein de... voilà, oui, t'as il y a- raison. Très bien. Il y a une petite histoire Oui, que oui. je- Oui, Voilà. Vous réservez pour l'année ouais. prochaine. Pour l'année Oui, pour prochaine, l'année et pour la prochaine. saison prochaine. Oui, ouais, D'accord. ils feront du rugby. Eh ben très Ah, bien. ouais. Voilà, c'est au programme. Jean-Pierre Bertrand, vous parliez, eh bien gardez la parole puisque c'est votre chronique de bouche à oreille.
Mais je ne vais pas la garder longtemps, bien que on va s'entendre dans cette émission qui s'appelait Musique à emporter. C'était sur... Musique emportée. C'est une émission radio, donc. Oui, sur RCF, avec Joseph D'accord. Renaud. Et parmi les invités, toutes les semaines, on avait... Voilà. Et j'ai eu l'honneur et l'avantage d'inviter Maître Penaud. Joseph. Et donc, on va le réentendre dans ces discussions. J'ai trouvé ça super. Donc, coucou RCF. Un petit temps en arrière. 92. Alors le piano forte, très simplement et rapidement, c'est la suite logique, c'est le clavecin amélioré, puisque le clavecin n'avait pas de possibilité, c'était une corde pincée, et les compositeurs de l'époque demandaient aux facteurs d'améliorer cet instrument pour pouvoir faire des compositions, etc. Oui, nuancer, etc. Nuancer, voilà, les nuances. Donc le piano forte est la transition entre le clavecin et le piano d'aujourd'hui. Donc la corde n'est plus pincée comme le clavecin, elle est frappée. Donc forcément, à partir du moment où la corde est frappée, on apporte une petite nuance. Donc piano forte, on peut faire des pianos, donc faibles, et des forte, donc forts. On voyait, et on entendait, et on voyait la marque du piano, enfin entre autres, Steinway, on est sur des pianos là, qui peuvent... Alors là, ce n'était pas des marques de piano forte, les Steinway après sont venus après. Assez après. Ce qu'on a vu en image, ce n'était pas des pianos forte. Ah, d'accord, ok, ça n'avait pas de... Le piano forte est vraiment la transition entre le clavecin et le piano actuel. Donc c'est un piano qui ressemble plus à un clavecin qu'à un piano actuel. Ouais. Le clavecin étant une corde pincée, donc il ne permettait pas du tout aux pianistes des variations de puissance et tout ça. À partir du moment où la corde a été frappée, avec tous les mécanismes qui ont été améliorés au fil du temps, ça a permis d'avoir un son faible, un son moyen, un son fort. Voilà. Et des morceaux peuvent être joués au clavecin et ne donneront pas tout à fait la même chose au piano alors. Ah, pas du tout. Non, parce que les compositeurs de l'époque demandaient justement à ce que l'instrument ait plus de possibilités. Donc, mais là, on est en plein dans le couperin étant le clavecin, on est en plein articulation du XVIIIe siècle, à savoir Mozart, bien sûr, Beethoven, bien sûr, et avant Ibach. D'accord. Non. Avant Bach, pardon. Bach, c'était une marque de piano. Ah, d'accord. Ibach, pardon. Alors, on va entendre un piano actuel, donc un piano à lame, où monsieur nous refait des explications aussi, toujours avec... C'était en 2006. 2006, oui. Il y a 15 ans. Donc, on avait la voix plus fine, non? Oh, sûrement. Sûrement. Vous êtes accordeur de voix. Ou tes oreilles n'étaient pas les mêmes. Eh ben ça charrie. On en ferait un gâteau de sa voix. Allez, on écoute. Cette fois-ci, on va entendre la même pièce que tout à l'heure, mais sur un piano actuel. Alors, sa différence fondamentale? Un Steinway de concert. Ça fait partie de l'évolution, un peu comme le reste. Le piano a beaucoup évolué. On a rajouté, par rapport au piano qu'on a entendu tout à l'heure, dans un premier temps, on a rajouté des renforts métalliques. Ensuite, on a rajouté un cadre métallique, ce qui a permis d'augmenter la tension, ce qui a permis d'avoir un son plus puissant, un son beaucoup plus pur. Et voilà, le piano actuel, c'est un Steinway. On va entendre la même pièce sur un piano de concert. Donc le Wanderer de Franz Schubert. Steinway, là, c'est un peu la Rolls du piano ou pas du tout?
Oui, ça a été une des références, mais ouais. c'est pas la seule. Hein, Ouais, c'est pas la seule. On a actuellement les Fagioli, on a les Schengraber, il y a plein de marques qui sont. Mais par contre, oui, Steinway, c'est la référence. Bon, il y a les pianos japonais avec Yamaha. Voilà. Ça, c'est très, très. Les Yamaha sont très, très employés parce que ce sont des pianos très fiables. On est sûr. C'est pas à mon avis, c'est mon avis. C'est pas la qualité de Steinway, mais on est sûr de ce qu'on a. Et les pianistes qui font le monde entier ont souvent l'occasion de jouer sur des Yamaha, donc ils sont pas pris au dépourvu, ça les gêne pas, quoi. Donc voilà, il y a des très bons pianos Yamaha, comme se l'a dit. Hein, voilà. Vous parliez tout à l'heure vous étiez en retraite, mais ceci étant, on retrouve toujours les pianos Penaud. Oui, parce que ma boîte a été reprise par François Beschkeler, qui a repris ma boîte. Donc elle continue sous le même nom. Sous le même nom. Et il y a deux facteurs accordeurs qui sont Sébastien et Simon, diplômés. D'accord. Voilà. Et puis un livreur qui vient donner un coup de main de temps en temps. Donc voilà, c'est une petite entreprise, mais ça va bien. C'est une belle histoire. Ça fonctionne bien. Qui se transmet. J'étais très content que ce soit repris, déjà, dans le même esprit, à savoir l'esprit artisan. Ouais. Moi, j'y tenais beaucoup, mais ça a pu se faire, et je dis donc merci à François. Super, et on leur souhaite bon vent. Et puis on vous remercie d'être venu sur le plateau. Je vous en prie. Piano Penaud, c'est facile à dire, ça? Piano Penaud, oui, pour moi, c'est un des meilleurs, certainement. C'est un des meilleurs. Un des meilleurs. Au niveau national. Voire. Voilà, c'était une promotion assurée par... Si, je pèse mes mots et je les pense. C'est super. Merci beaucoup en tout cas les Jean-Pierre. Et puis merci pour vos chroniques. Merci et Joseph. Et puis je vous en prie. À Bétoute. À Bétoute. À Bétoute.